Bonjour, on est dans un nouvel épisode des Échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Sori, je suis coach marketing. J'ai la chance de recevoir régulièrement des entrepreneurs de tous les styles avec chacun leur focus, leur énergie, leur passion. Puis les échanges sont faits justement pour pouvoir agrandir nos connaissances, puis surtout avoir le plaisir de parler avec des gens qui sont passionnés. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie Ponton. Aurélie, elle est propriétaire de Dialecto en stratégie de contenu. Fait que je vais la laisser se présenter pour nous expliquer qui tu es, bien évidemment, et qu'est-ce que ça fait Dialecto. Et bonjour Christelle. Dialecto, c'est une agence de contenu qui se spécialise, en stratégie de contenu, puis aussi en production de contenu rédactionnel. Donc, on fait de la rédaction, de la traduction, de la révision, puis on fait aussi de l'accompagnement pour les gens qui veulent apprendre à le faire par eux-mêmes, donc qui veulent internaliser tout ça, mais le faire évidemment selon les bonnes pratiques. Donc, on accompagne plusieurs clients, petits, moyens et grands. Donc, voilà. Toi, Aurélie, ça fait combien de temps que l'agence existe? On doit être dans notre 13e ou 14e année. Toi, ça fait encore plus que ça d'années que tu es dans le domaine de la rédaction. Je dirais, j'approche ma 20e année, je crois. C'est bon, c'est parfait, c'est l'expérience. Oui, ça me fait quelqu'un de moi, quelqu'un de vieux. Oui, bien c'est correct. Je pense qu'on a tous à peu près la même âge. Puis c'est ça. Faut grandir, il faut bâtir notre expérience. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle ensemble de rédaction. Parce que souvent, c'est quelque chose qui va être un peu oublié ou négligé des entreprises. Puis toi, c'est ta force. Puis on l'utilise encore plus parce que là, on est dans un univers de rédaction de contenu, fait qu'on parle de stratégie de contenu. Mais le français, ça reste la base. Tout à fait. Tout à fait. Peu importe la langue dans laquelle on s'exprime, oui, la rédaction, c'est un moyen de communication qui est essentiel. Donc, oui. Puis quand tu regardes Facebook, quand tu défiles toi-même ton fil d'actualité, as-tu des fois des mots de tête? Moi, je suis une adepte de LinkedIn, je dirais, mais oui. Je dirais oui, je peux avoir des petits mots de tête des fois. Puis, oui, je peux merveille. Puis, est-ce que tu es du genre à aller écrire à ces gens-là et dire attention, ben pas les posts personnels, là, mais plus ceux qui sont professionnels. Est-ce que tu es du genre à aller dire en passant, tu as fait une petite faute? Jamais. Jamais? Non, jamais. Non, parce que je n'ai pas la prétention moi-même de ne pas faire d'erreur. Pour être tout à fait franche, les clients, des fois, vont dire « Oh mon Dieu, regarde pas mes textes ». Quand ils nous les envoient, quand on commence un dossier, ils vont dire « Oh mon Dieu, regarde pas ça, j'ai fait plein de fautes ». Puis je leur dis toujours « Relaxez, là, c'est pas parce qu'on travaille dans le domaine qu'on fait pas de fautes. » Donc, mais c'est sûr que ce que je dirais, dans le fond, plus là où je me questionne souvent, c'est le souci de pertinence. Quand on regarde, parce qu'un bon contenu, c'est pas seulement un contenu qui n'a pas de faute, mais un contenu pertinent. Donc, un contenu qui est pertinent, c'est un contenu où il y a d'abord un processus de recherche, un contenu qui a été rédigé en ayant, dans le fond, comme objectif de satisfaire le persona pour lequel il a été rédigé. Il y a une qualité, évidemment, là, on parle de qualité de la langue. Puis un contenu, dans le fond, qui a été rédigé dans le bon format. Donc, un contenu qui aurait été rédigé, je dirais, avec les paramètres pour Facebook, les paramètres pour un site web, puis qui est diffusé pour LinkedIn. Selon moi, c'est un contenu qui a pas sa place, dans le fond. Donc, parce que quand on parle de contenu puis qu'on parle de texte, c'est facile de dire on fait juste écrire puis tous les gens vont comprendre, mais selon le média que tu utilises, si tu vas sur Facebook, tu parles pas de la même manière, fait que tu peux pas écrire de la même manière sur ton site web qui va peut-être te présenter un peu plus de manière professionnelle. Tu peux pas écrire comme sur ton Facebook un peu plus au jeu. Fait que c'est vrai que quand tu parles de médias, même exactement le même contenu, on va adapter le discours écrit à la plateforme qu'on utilise. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est important de se dire, en fait, ça se demande c'est toujours quand on se demande qui va lire quoi, pour quelle raison, il va être dans quel état d'esprit, puis qu'est-ce qu'il vient chercher quand il est sur cette plateforme-là. Donc, ça revient à dire qu'il ne faut pas écrire pour soi-même, mais pour l'utilisateur. Donc, puis qu'on adapte aussi le contenu en fonction du ton de la marque. Puis il faut avoir une certaine cohérence, aussi une certaine uniformité. Donc, oui, absolument. Puis je vais prendre un exemple. Mettons qu'on parle de rédaction pure et dure, rédaction de site web, OK? Fait que là, c'est souvent un petit peu plus présentation que sur les réseaux sociaux où on va parler un peu plus émotionnel, mettons. Mais mettons qu'on part sur un site web. La première chose que tu viens de déceler puis que tu as dit, puis je trouve qu'il est important, c'est on va parler pour que le client comprenne ce qu'on dit.
Puis j'ai l'impression que c'est souvent une des erreurs que les business font. Ils vont écrire pour eux-mêmes, avec leur langage. Oui, puis certaines entreprises, je dirais, qui vont être dans le domaine des fois plus technologiques, vont faire l'erreur de vouloir faire, excuse un peu de dire comme ça, un show de boucan, en voulant parler d'une façon très, très technique, en voulant expliquer. Sauf si on parle d'une entreprise très technologique à une autre entreprise très technologique, là, c'est correct, les deux entreprises vont se comprendre. Mais si, par exemple, on dit une entreprise, par exemple, en informatique, qui veut vendre à monsieur, madame, tout le monde, c'est pas le temps, là, par exemple, d'aller lui dire bon, ben nous, on a telle machinerie qui fait telle bebelle. C'est complètement tombé, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne marchera pas. Il faut être capable de lui dire qu'est-ce que ma machine va faire pour toi, comment elle va le simplifier. Donc, oui, il faut un langage fluide, il faut un langage clair. Puis il faut effectivement que ce soit agréable à lire, peu importe que ce soit au jeu ou nous. Là, ça, c'est un détail technique rendu là. Oui, mais d'éviter, dans le fond, en rédaction, d'aller justement avec un texte qui est lourd, qui est rempli de mots, de beaux mots, comme j'aime dire, là, d'essayer de faire un peu péter de brou, comme on dit, là. Complètement. Parce que l'idée, c'est que tu veux que ton client qui va te lire continue de lire ton site, bien évidemment. Puis s'il s'est rendu, si c'est rendu sur ton site web, c'est qu'il y a déjà un intérêt. Si rendu là, il ne comprend pas plus qu'est-ce que tu fais, c'est clair que tu le perds de toute façon, ton client. Oui, parce que tu ne l'as pas, je pense, convaincu que tu peux l'aider. Tu ne l'as pas convaincu que tu comprends, dans le fond, tant que ça, toi-même, ce que tu fais est encore plus mêlé en sortant de ton site qu'il l'était quand il est rentré. Donc, c'est frustrant pour lui. Ça, c'est vrai que souvent, même dans le temps que je faisais des sites web, on regardait des sites, puis on ne savait même pas ce que la personne faisait. Ouais. Fait que même si un site va me le montrer avec des belles images, des belles photos, mais c'est comme s'il n'y avait rien de simple qui permettait de savoir puis de comprendre vraiment c'est quoi qu'a fait cette personne-là. Bien, on regarde les plus grandes marques au monde, les meilleurs copywriters ont probablement travaillé là-dessus, ou en fait, ont assurément travaillé là-dessus. Puis c'est quoi la qualité d'un bon copywriter? C'est des gens qui simplifient. Ils disent en peu de mots tout. Donc, moi, c'est ce qui me jette à terre, en réalité, c'est qu'ils sont capables de dire en très peu ce que la marque va faire pour eux. Je trouve que c'est un art magnifique. C'est vrai. Puis, quand je travaillais en agence, avant mon agence en web, là, on faisait des billboards des fois. Puis moi, c'était mon moment préféré parce que fallait que tu fasses une grosse affiche avec le moins d'images possible, puis surtout le moins de mots. Fait qu'essayer de communiquer une information quand tu as quoi, l'espace de 2 lettres, pas 2 lettres, mais 2-3 mots à mettre, c'est encore plus difficile. Puis pourtant, c'est là que le message passe encore plus. Oui. Il faut avoir fait l'exercice, par contre, je crois, de se connaître en tant que marque, savoir qu'est-ce que ta marque va vraiment communiquer, à qui tu veux parler. Mais des fois, les gens, je pense, veulent du contenu, puis c'est drôle de le dire comme ça, ils veulent du contenu trop vite. Ils ne savent pas, dans le fond, ils n'ont pas fait l'exercice au préalable de connaître les valeurs de la marque, de savoir à qui ils veulent parler. C'est un peu tout brouillon quand ils arrivent. Donc, finalement, c'est difficile pour le rédacteur de savoir comment aligner ses crayons, finalement. C'est vrai parce que deux entreprises pareilles peuvent avoir des valeurs, des visions puis des styles complètement différents. Fait que c'est pas parce que les deux vendent des robes que les deux vont vendre des robes de la même manière. Il y en a un qui va peut-être être un peu plus haut de gamme, sur mesure, l'autre va peut-être être plus casual. Fait que le même produit peut parler à deux clientèles différentes aussi. Exactement. Puis effectivement, s'il y en a un qui prône, exemple, tes valeurs, j'aime toujours utiliser vegan. Puis là, le propriétaire mange un burger pendant qu'il te rencontre en entrevue, puis tout son produit, ils n'ont rien de vegan, ça ne respecte pas ses valeurs. Essaye de communiquer l'information après. C'est plus difficile. Ça va être des fois dans des moments comme ça, je pense que ça va être pertinent de dire peut-être qu'on va repartir au niveau de l'étape de la stratégie de contenu avant de passer en production. Ça va peut-être être pertinent. Je pense qu'il faut faire ses devoirs préalablement. Donc, tout à fait. Puis là, on parle beaucoup de stratégie de contenu. J'aimerais ça que tu le vulgarises, justement. C'est quoi une stratégie de contenu? Puis pourquoi aujourd'hui, parce qu'on le sait, c'est important, en 2021, tu n'as plus le choix d'en avoir une, mais c'est quoi une stratégie de contenu? Comment tu le décrirais simplement? Ma façon à moi de le décrire, parce que c'est drôle, à chaque fois que je parle à des collègues, chacun a
Je dirais pas que chacun a sa façon de le définir, là, parce qu'en tant que tel, Mm-hmm. tout le monde on se rejoint tous finalement quelque part, là. La façon dont nous, on le fait, c'est que c'est un plan de match pour pouvoir produire des contenus ou recommander des partenaires en contenu, quand c'est un type de contenu qu'on ne fait pas chez nous, pour Mm-hmm. pouvoir, dans le fond, ça va résumer évidemment le ton, l'axe, les valeurs, la tonalité, et aussi le format de contenu, puis les formats d'exécution de contenu pour le client. Donc, finalement, c'est qui? Qu'est-ce qu'il offre de différent? C'est quoi sa proposition de valeur unique? Ses valeurs? Puis comment aussi il va se différencier dans le marché? Puis comment comment ça va se traduire au niveau de la production? Excellent. Puis quand on parle de contenu, après ça, ce qui va découler comme production, ça va être le site web, des blogs, des médias sociaux sur les différentes plateformes, la pub aussi, bien évidemment. Oui, Donc, stratégie de contenu, web ou non? Ouais. Ouais, oui, parce qu'évidemment, il n'y a pas juste le web, là, il y a aussi ce qui se fait en dehors, les fameux billboards, pas les infolettes, je suis encore dans le web, mais pub journal encore, pour le peu qui reste, il y en a encore. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Puis le message passe par, tu sais, on dit tout le temps une image vaut 1000 mots, mais 1000 mots valent une image aussi. Souvent, quand on le décrit bien, on est capable de faire rêver les gens. C'est pour ça que les livres sont encore aussi addictifs parce qu'on fait rêver tout ce beau monde-là. Tout à fait, tout à fait. C'est très, très pertinent. Tantôt, tu m'as parlé de certaines entreprises qui se posaient la question, je devrais-tu investir dans de la rédaction? Oui. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Certains ont des ressources qui ont une bonne plume, mais qui ne sont pas nécessairement rédacteurs. La question se pose aussi pour de la traduction. Quand tu as un bon collègue ou du moins, on va dire, quand tu as un collègue qui est bilingue, par exemple, qui dit « je vais m'occuper de traduire ça moi-même », ça peut être tentant de ne pas faire, dans le fond, de ne pas faire appel à quelqu'un de professionnel. C'est sûr que moi, je prêchais pour ma paroisse, puis je vais toujours dire que c'est une bonne idée. Oui, je crois que c'est une bonne chose de confier ça à un professionnel, ne serait-ce que par souci d'investir ton temps en tant que gestionnaire d'entreprise ou entrepreneur au bon endroit. Supposons que tu as quelqu'un qui est chargé de projet ou whatever, puis que tu dis, ben, je crois qu'il coûte plus cher à l'entreprise en tant que rédacteur ou au moment où il écrit qu'il coûte en tant que, il va prendre plus de temps à faire la tâche. Moi aussi, je crois qu'il y a des erreurs qui peuvent se passer. Si, dans le fond, la tâche n'est pas faite par un professionnel, puis aussi, il y a une capacité de recul puis une expérience qui n'est pas là. Bon, vous avez les cas pullulent, c'est sûr, mais je crois aussi qu'on a toujours, en tant que professionnel, une capacité de guider puis une capacité d'expertise conseil aussi. Bon, je veux dire, quelqu'un qui serait, par exemple, un exemple qu'on voit souvent, c'est par exemple un avocat qui dirait « je vais rédiger moi-même », puis tu me donneras ton avis. Ben, l'avocat va avoir, par exemple, le désir, par exemple, de faire lui-même ses billets de blog parce que lui-même va pouvoir avoir une meilleure connaissance de la loi. Dans certains cas, ça peut être très bien. Tout à fait. Mais souvent, après ça, vous autres, vous venez comme revoir un peu le contenu, l'ajuster, le reformuler. Ou pour vous autres, c'est comment? Ça le rend moins hermétique des fois, je dirais. Oui, c'est vrai. Surtout qu'il y a des secteurs, là, on parlait de l'avocat qui est souvent plus direct, c'est très phrase, point, puis donne des faits. Fait que c'est vrai que quand tu viens rajouter une rédactrice à travers ça, ben, je vais toujours dire rédactrice parce que c'est toi devant moi, là, mais il y a des rédacteurs aussi. Mais, quand une rédactrice vient mettre son grain de sel là-dedans, c'est sûr que ça change le style, ça change la dynamique, puis ça fait que, mettons, on parle des infolettes, ben, quand le client reçoit l'infolette, elle est pas mal plus dynamique, puis est plus intéressante à lire souvent que quand c'est l'avocat direct qui l'écrit. Puis aussi, c'est que quand c'est l'avocat, lui, de son côté, supposons, puis c'est la même chose que supposons prenons l'exemple inverse. Imagine, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, il nous arrive n'importe quoi, on a quelque chose, on a un souci légal, on va dire, bon, ben, je vais aller sur Google, je vais essayer de trouver moi-même la solution. Ça va nous prendre beaucoup plus de temps, puis on n'a aucune garantie de succès.
que les réponses qu'on a trouvées avec notre fameuse recherche Google, que c'est la bonne chose versus ce qu'on va avoir comme réponse de la part d'un avocat assermenté dont c'est le métier. Puis lui, il va dire, ben j'ai vu ça 25 fois, 50 fois, 500 fois dans ma carrière, ce que tu me dis là, et je suis convaincue que c'est la bonne façon de faire versus un avocat qui va faire la même chose en rédigeant. Donc, c'est sûr que ça va aller plus vite de son côté, de nous conseiller, puis nous, de notre côté, d'aller rédiger pour lui, puis pour lui dire, ben, si tu le dis comme ça, tu vas atteindre beaucoup plus ton public cible. Ton billet va performer mieux aussi dans les moteurs de recherche. Ça, c'est un point essentiel. Oui, parce que toi, quand tu vas rédiger, tu vas penser aussi au référencement naturel, au SEO. Oui, c'est essentiel. On se le fait demander, mon Dieu, 99,9% du temps. Parce qu'il y a ça aussi qui est un gros point important. Faire des infolettes, c'est bien. Faire des blogs, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait une raison. On les fait la plupart du temps pour aller chercher notre clientèle, bien évidemment. Mais il y a un gros facteur référencement naturel. On veut que notre site, ça l'aide à être trouvé par les moteurs de recherche. Fait que c'est sûr que vous autres, vous avez cette expertise-là de plus de pouvoir arranger le texte pour qu'il soit plus fonctionnel. Oui, puis je pense qu'on a aussi cette aptitude de poser les bonnes questions au client pour faire en sorte que le temps où il est impliqué sur son dossier soit le moins grand possible. On sait comment maximiser son implication. Donc, dans le fond, tu as une connaissance précise. Et là, je reste bien accroché à mon exemple de droit. Donc, au fond, tu me parles de propriété intellectuelle puis que tu veux faire en sorte que tu aies plus de clients dans cette branche-là de ton cabinet. Mais je veux savoir quelles questions avec mon équipe te poser pour mettre en valeur cette expertise-là, faire en sorte de choisir les bons mots-clés, faire en sorte que ton billet référence bien, ton ou tes billets, faire en sorte qu'ils sortent plus vite, puis que toi, tu continues de biller des clients en tant qu'avocat, puis nous, on va te donner ce billet-là, dans le fond, puis bien référencé, puis marketing aussi avec le bon choix de mots. Tout à fait. Parce qu'on s'entend, un avocat, il est aussi bien de facturer son client que de passer du temps à écrire. C'est souvent, oui, quand on a lui ou, dans le fond, oui, parce que le taux horaire, souvent, est beaucoup plus élevé, même si j'aime pas dire que c'est, dans le fond, que c'est cheap, là, une ressource en rédaction, mais un avocat qui va charger une fortune pour, quand il est spécialisé, ça va être beaucoup plus rentable. De toute façon, peu importe c'est quoi les types de business, même les plus petites entreprises, quand tu as de la difficulté à écrire, il y a des gens pour qui écrire, c'est pas naturel. Il faut qu'ils se forcent, il faut qu'ils se concentrent. Écrire un blog ou même écrire un post, bien, il y a toujours une question de temps. OK, bien, combien de temps ça me prend parce que je suis pas à l'aise à écrire mes 10 lignes sur mon post Facebook versus en faire écrire 25 par ma rédactrice qui va avoir le style puis le look and feel que je veux. Bien, des fois, même si ça coûte plus cher, c'est beaucoup plus rentable que ton temps où tu ne vas pas vers tes clients. C'est tout le principe de la délégation puis de bien s'entourer, je crois. Tout à fait, tout à fait. Puis actuellement, si on retourne, mettons, aux réseaux sociaux, bien, la tendance, elle est au contenu, elle est à la rédaction. On ne peut plus s'en sauver maintenant. Si tu n'écris pas, tu perds à côté du plus gros morceau de l'algorithme qui est de prendre le temps sur chacun des posts. Parce que dans l'algorithme, quand tu passes du temps sur une publication, tu démontres à l'algorithme que tu as de l'intérêt vers cette publication-là. Puis un des facteurs, c'est les textes. Fait que pour ça, on veut que les gens interagissent, on veut que les gens prennent le temps de lire. Puis il faut que le contenu soit assez intéressant pour que les gens continuent à nous lire aussi. Oui. Tout à fait. On ne peut pas simplement faire la promotion d'un service ou ça, c'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos clients aussi, là, parce que souvent, il y a toujours une démarche d'échange avec le client, c'est de voir lui de son côté, c'est quoi ses activités marketing, qu'est-ce qu'il veut mettre de l'avant. Mais ça ne peut pas être l'entièreté du pourcentage du calendrier de contenu. Mais ça prend de la recherche, ça prend de la veille dans son secteur, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, il y a une portion de curation de contenu et ça, la recherche pour faire un bon contenu, c'est une grosse portion du travail. Puis plus ta recherche va être bien faite, plus tu vas être nourri pour bien créer. Puis plus ça va devenir facile aussi, parce que sinon, à chaque fois, tu vas te creuser la tête. Si tu as au moins ton bon bagage, bien, tu vas avoir trouvé un paquet d'inspiration. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est une étape qui est je ne dirais pas à recommencer à chaque fois, mais plus qu'il n'y a pas de secret aussi, dans le sens où il faut se tenir au courant de ce qui se passe dans l'industrie de ton client, il faut savoir lui proposer, il faut savoir être original, il faut savoir ce qui se passe auprès de ses partenaires, de son actualité,
pour pouvoir proposer des contenus, comme tu le dis, qui suscitent l'intérêt des gens pour pouvoir faire interagir le monde. Parce qu'on leur propose, on se fait proposer immensément de stock. Les gens sont devenus exigeants. Là. Donc, oui. Puis c'est vrai que les lecteurs sont devenus exigeants. Si je prends l'exemple de LinkedIn, là, il y a une tendance actuellement sur LinkedIn, bien, c'est un peu le storytelling, c'est l'histoire qu'on raconte, mais il y en a tellement qui, si ton texte n'est pas bien fait, les gens ne vont même pas se donner la peine de te lire parce qu'on est dans de la surconsommation et dans de la surconsommation de contenu aussi, là. Oui. Ah oui, puis faut savoir, puis je dirais ça, c'est un challenge que nous-mêmes, là, on a tout le temps. Il faut être originaux, il faut proposer des idées parce que les clients qui viennent nous voir, il y a un enjeu de rédaction, mais il y a un enjeu où il faut proposer des idées parce que le client, il dit, bon, ben super, est-ce que vous avez des idées pour nous? Parce que nous, on vous engage, là, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Parce qu'on pourrait parler du parcours entrepreneurial, on pourrait parler de ci, mais ça, en tant que tel, c'est un concept qu'on a vu beaucoup, là. Est-ce qu'on pourrait... Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, mais le show must go on. Là. Donc, il faut être capable d'alimenter, de rechercher, de se renouveler. Les médias sociaux, c'est quand même une game où il faut continuer. Là. Dans le fond, il faut se tenir au courant. C'est ça. Il ne faut pas que tu lâches, il faut toujours que tu suives les tendances. Puis à un moment donné, dans la tendance, si je reprends le TikTok, là, les fameuses chansons qui reviennent là, 75 fois sur ton fil d'actualité, oui, il faut que tu embarques dans la vibe quand elle est présente parce que l'algorithme te pousse encore plus loin, mais après ça, le monde ils sont tannés. Fait que c'est le même principe dans les contenus. Par exemple, encore sur LinkedIn, comme je disais, ben, si ton contenu, à un moment donné, tout le monde le lit, relu, ben, il passe inaperçu puis c'est déjà essoufflé. Fait que c'est de la recherche sans arrêt, c'est du travail. Oui, mais je dirais, en posant un regard humble sur ce qu'on fait, je pense on peut optimiser par contre. On peut optimiser puis améliorer puis proposer des nouvelles idées. Donc, ça se fait, là, ça se fait, mais il faut quand même avoir, je dirais, je pense qu'il n'y a pas de secret non plus que de s'y consacrer. Donc, de dire, dans le fond, c'est un petit peu pour ça que nous, on a décidé de se consacrer vraiment à la rédaction et non de dire qu'on couvrait l'ensemble des stratégies marketing, mettons. Nous, de notre côté, ce ne serait pas possible. C'est ça. Mais c'est assez. Je pense que quand tu engages une agence pour faire de la stratégie de contenu, c'est que tu veux miser là-dessus, puis tu veux faire grandir ta business autant sur le référencement en ligne que sur les réseaux sociaux, ta présence, la qualité de ton message. Puis au-delà de ça aussi, tu fais imprimer, il y a des compagnies en packaging, des PME qui font de la PLV, de la publicité en lieu de vente, tu as des affiches, tu as des trucs comme ça. Bien, tu payes un graphiste pour faire ton affiche. Tu veux au moins un réviseur, quelqu'un qui peut regarder ton affiche, parce que c'est pas la graphiste, c'est pas sa job à la graphiste de vérifier qu'elle n'ait pas de faute sur ta bannière. Puis on l'a vu souvent, là. Oui, des erreurs, même les plus grandes compagnies, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, en font. Puis l'erreur est tellement humaine. Ça, c'est un domaine où ça ne pardonne pas. Puis ça fait que, on en parlait, ça peut être tentant des fois d'avoir comme béquille certains outils. Oui, comme Google Translate, mettons, ou... Je dirais, ça peut être tentant, faut résister. Faut résister. Ça peut faire optimiser certains budgets, mais pas... moi, je dis toujours que c'est un couteau à tellement... Pas à double, à triple tranchant. L'exemple que, honnêtement, probablement plusieurs de tes auditeurs ont dû l'avoir, l'exemple de TELUS, les fonds TELUS, qui disaient... Mais ça, c'est sûr que c'est pas quelque chose, à mon humble avis, je connais pas l'histoire complètement de comment la prod a dû se faire à l'interne. Parce que c'est sûr que c'est géré à l'interne, ou peut-être une agence. Mais c'est littéral là, ce qui s'est passé, à savoir que la pub originale disait c'était « Take a deep breath, ground yourself and go kill it ». Tu sais, au niveau de la pub, c'est punchy, c'est bon, tu y crois. Sur un billboard, justement, puis sur les bannières, le français dit « Prenez une profonde inspiration, broyez-vous, va le tuer ». Ça n'a pas été coupé à l'assurance de la qualité. C'est clair, hein? Puis c'est crème TELUS, ils ont les budgets, là. Pourquoi c'est sorti là, comme ça? Parce qu'on s'entend que ça fait aucun sens en français. Ben ça, tu veux pas ça, là. Tu veux pas
tu veux pas que ça t'arrive, mais puis le pire, c'est qu'une aberration comme ça, puis je veux dire, là, on parle de bannière, on parle de format pub, tu sais, je veux dire, ça t'échappe, tu sais, mais... Ça coûte cher à réeffacer tout ça, à ta réputation qui vient d'être salie carrément, parce qu'en français, broyez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, broyez-vous, ouais, va le tuer, c'est... Va le tuer, V-A-L-E-T-U-E-R, là? Oh oui, littéralement, va le tuer, c'est une incitation au meurtre. OK, c'est génial. Sérieusement, TELUS, de toute beauté. Mais en tout cas, ils sont devenus viraux. Ça s'est passé en 2017-2018. OK. Mais tu sais, on se demande souvent si le contenu va pouvoir être va pouvoir être géré de façon par des robots, de l'intelligence artificielle. C'est sûr que moi, quand je vois des choses comme ça, je me dis, on a encore de la job pour quelques années. C'est clair. Parce que, tu sais, c'est ça, entre la traduction littéraire puis la traduction logique et réelle, des fois, c'est pas pareil. Comme les fameux packaging, surtout ceux qui viennent de la Chine, puis ces affaires-là, où c'est traduit, puis mot pour mot, puis ça n'a tellement pas de sens. J'ai un groupe, j'aurais dû penser à aller le chercher. Ça s'appelle sur Facebook, là, c'est une affaire de même, c'est toutes les pires rédactions, puis le monde, ils postent, ils prennent des photos de ce qu'ils voient au Dollarama, au Rona, au Costco des fois, puis c'est ça, tu vois le descriptif littéraire, fait que c'est Google Translate all the way, là. Mais les gens ne soupçonnent pas à quel point, là, c'est parce que c'est TELUS, c'est tellement immense. Tu t'imagines que le nombre de gens à la direction des coms, t'imagines qu'avec le parcours que ces gens-là, ils ont pu comprendre à quel point c'est dommageable pour l'image de l'entreprise, des répercussions que ça peut avoir. Mais, tu sais, ce qui est dommage, c'est qu'on parlait de mots, on parlait de messages. Il y a une image sous-jacente, sous-entendue que tu envoies de ton entreprise. C'est concrètement, je m'en fous, puis j'ai pas assez de respect pour mon client de me soucier de la qualité de la com que je vous envoie. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou. Parce que le français, au Québec, on est une petite partie du budget, pas du budget, mais de la clientèle de TELUS qui est beaucoup, beaucoup anglophone. Mais au Québec, on est quand même un gros morceau, même si c'est une petite partie parmi le reste. Puis le Québec, ben, on est fort sur notre langue. Hein? Tout est obligé d'être mis en français en priori. Puis les gens, ils ripostent fort dans ces éléments-là. Fait qu'il faut jamais pas ébruiter, voyons, je cherche le mot. Faut jamais déranger le petit Québécois là, dans sa langue. Puis il faut on veut que ça soit beau, on veut que ça soit logique, même si c'est pas toujours évident. Là. Oh non, mais tu as raison là-dessus. Là. Je veux dire, c'est quand même important d'avoir un français, ne serait-ce que on a juste à penser à toute la loi sur l'affichage, le 101 et tout, c'est très important. Oui. Il y a beaucoup, toutes les marques américaines qui s'implantent ici, toute la traduction des produits d'emballage, d'affichage sur le web, c'est des normes extrêmement pointues là, qu'il faut... Puis c'est correct parce qu'il faut que notre langue reste à travers le temps. Fait que oui, des fois, ça peut être chiant. Pour certaines compagnies, là, mais en même temps, c'est ça, tu t'installes au Québec, tu parles en français, tu t'installes même en Ontario, c'est beaucoup, tu sais, pour y avoir été régulièrement, c'est très franglais en Ontario aussi, ben, Ottawa du moins, là, mais Toronto, je pense que c'est plus anglais, là, mais... Tu sais, c'est ça, mais Ottawa, c'est quand même proche de nous, tu sais, fait que la langue, elle est importante, il faut qu'elle soit mise de l'avant, puis je pense que c'est correct qu'on la protège, puis... c'est un actif, c'est un acquis. Oui, exactement, même si des fois, c'est plus compliqué, puis ça me fait penser, tu sais, j'ai des clients qui me posent souvent la question en développement marketing, puis qui me disent, mais moi, mes clients sont aux États-Unis, puis en Ontario, j'ai quelques clients au Québec, je suis obligée de traduire mon site web, je suis obligée... Souvent, la réponse est oui. Moi, j'aurais tendance à dire que oui. J'aurais même tendance à ajouter une nuance. Est-ce que c'est un anglais américain ou un anglais canadien qui désire? OK. Ça, c'est bien parce que même en anglais, il y a des nuances différentes. Oui.
Oh, oui, tout à fait. Je veux dire, c'est quand un client de notre côté a une portion de la clientèle canadienne, une portion de la clientèle qui est américaine, Mhm. puis on a un projet de traduction à faire, c'est une question qu'on pose systématiquement. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir. Les différences sont subtiles, mais un Américain va remarquer si c'est un anglais qui a été fait pour un public qui est canadien et vice-versa. Plus OK. l'Américain, je dirais, il va être plus picky. OK. Donc, Ben, un peu comme le français de France et le français au Québec. on pourrait On ne peut-être parle pas de la même manière, même si c'est la même langue, entre guillemets. je dirais plus que c'est au niveau du choix de certains types de conjugaison OK. OK. à ce niveau-là. Mais il faut que ça vaille la peine, par exemple, je dirais. Si, par exemple, sur son pourcentage de clients, il y a, par exemple, 10 qui est canadien-anglais, puis 90 qui est canadien-américain-anglais. Ça ne complique pas la vie. Ça ne vaut pas la peine de faire 2 traductions. On a déjà travaillé sur certains projets où tu avais canadien-anglais, américain-anglais, puis ça valait la peine, c'était justifié. Mais Mhm. si tu veux communiquer avec un public cible, parle-lui dans sa langue, c'est important. Oui, tout à fait. Puis c'est le sentiment qu'on se fait parler à nous et pas à quelque chose de général. Oui, moi je dirais ça comme ça. Ouais. Surtout dans notre ère actuelle, qu'on est vraiment dans du one-in-one, même si tu t'adresses à de la masse, les gens ont l'impression que c'est du un pour un. Tu sais, les réseaux sociaux, tu as l'impression que Valentine te parle à toi, là, fais pas juste une pub de même. Là. Fait que, Ouais. tu sais, même dans ces grosses chaînes-là, ben, on a une question de proximité qui rentre en ligne de compte. Fait que, comme tu le dis, si tu te mets à parler avec même un anglais américain, un anglais canadien, je comprends pourquoi la personne ne se sentira pas interpellée. Je suis d'accord avec toi quand tu parles de contenu personnalisé, c'est Mhm. super important. Puis aussi, on est je trouve, dans un contexte où une ère où le consommateur a du choix, plus qu'il n'y en a jamais eu. Donc, C'est vrai. il faut séduire le client, il faut être en mesure de lui montrer qu'on veut aller le chercher Mhm. beaucoup. Donc, relevons-nous les manches. C'est peut-être un peu ça. Oui, l'accessibilité au contenu aussi est rendue tellement facile. Tu te poses une question, on va sur Google, on a la réponse en 2 petites secondes. L'idée, c'est que tu veux être la compagnie qui va te donner la réponse. Exact. D'où l'importance, c'est sûr que c'est du marketing par contenu. Mhm. Le client est intelligent, le client est informé. Il faut arrêter de penser que les gens ont plus accès à l'information. Ils arrivent informés, ils savent ce qu'ils veulent, ils se sont renseignés avant. Puis il faut que ce soit chez nous et non chez le compétiteur. C'est ma façon de voir, là, mais Mhm. je crois, personnellement. Ben, moi, j'ai la même philosophie que toi. Moi, dans ma tête, le client, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choix qu'il va travailler avec la personne ou la compagnie, mais pour ce que leur valeur, ce qu'ils dégagent, leur mission d'entreprise, le contenu qui a été communiqué, on ne peut plus être à l'époque où est-ce que les gens gardaient tous leurs secrets bien gardés, il fallait absolument que tu payes. Il y a tellement de contenu gratuit qu'il faut que tu démontres ta plus-value. Exactement. Puis c'est pas parce qu'il n'est pas au moment d'acheter maintenant, peut-être qu'il va être au moment d'acheter dans 2 mois, dans 6 mois, mais si son parcours utilisateur, son cycle d'achat, il l'a fait avec toi parce que tu lui as donné du bon contenu, bien rédigé, Mhm. d'après moi, les chances de taux de conversion que ça se passe avec toi à ce moment-là, tu les as maximisées immensément. Sans Mm. pourcentage, là, mais immensément. Puis quand on parle de pub aussi, Mhm. l'idée, l'erreur, encore une fois, que beaucoup de PME puis de travailleurs autonomes vont faire, c'est que dans leur pub, ils vont essayer de tout mettre. Parce que là, ils se disent, c'est de la pub, je veux que le client soit informé de toutes mes infos. Où je parle à mon client, je vais lui donner toute ma liste de la date, l'heure, le trajet, le chemin, s'il passe par le métro, l'avion ou whatever. Fait que souvent, ils ont tendance à en mettre trop, mais de rédiger avec un seul et unique objectif, un seul et unique produit à vendre à la fois. Oui, c'est un super bon point que tu amènes là. Là, je viens de me rendre compte que je suis dans un podcast, que je ne peux pas nommer le client, mais je ne le ferai pas, je vais être professionnelle. J'avais un client dans le temps qui était dans le domaine, elle vendait des journées de divertissement. J'arrête là. Parfait. Et on faisait son site web. À un moment donné,
elle avait, on dirait, l'angoisse là, qu'on n'ait pas assez qu'on n'en dise pas assez aux consommateurs. Donc là, elle disait, bon, ben là, mais c'est cette page-là, là, faudrait qu'on leur donne de l'information sur comment se rendre, sur ci, sur ça, sur tel. On était sur une page, là. Puis on était rendu pratiquement à comment on jette nos bouteilles de vitre dans le bac à récupération. On est encore sur la page où on est en mode séduction, là. Ils hésitent entre toi et un autre établissement. T'es too much, là, tu vas leur donner mal à la tête, là. Ah, tu penses? Oui, j'en suis convaincue. Puis de toute façon, ils vont même pas se rendre au bac de recyclage. Ils vont arrêter de les mettre en haut. C'est ça, je dis pas. Exactement, tu parles d'objectif, exactement. Objectif de la page numéro 1, c'est quoi? Puis ils font un parcours, ces gens-là. Tu sais, ce qu'on appelle le tunnel de vente. Oui, oui, oui. Tout comme n'importe quoi dans ta business, je te donne l'exemple de toi, ben, tu fais de l'accompagnement, tu fais un paquet d'autres services, mais tu vas faire ton focus sur la rédaction. Fait que c'est un élément qui amène de quoi de plus. Bien, quand tu fais ton site web, quand tu fais ton tunnel de vente ou quand tu fais une simple publicité, si tu essaies de vendre tes produits, tes services, 12 crèmes à la fois, ta nouvelle gamme, puis toutes tes infos dans une seule pub, ça, le client, il ne vaut plus rien, là. Tandis que si tu vends une crème, puis tu mets l'accent juste sur elle, sur ce que le client veut voir, pas ce que le client ne comprendra pas quand il va lire, ça fait une différence. Complètement. Puis, en tout cas, ça, c'est encore une fois, c'est un point de vue, là. J'avais déjà parlé avec un entrepreneur qui m'avait dit, puis je pense que c'est la même chose avec les clients, il avait dit, ce que j'aime quand je rencontre quelqu'un, c'est de pouvoir le mettre dans une case. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Mais lui, il disait, j'aime bien pouvoir apposer un mot à côté d'une personne. Cette personne-là fait ça. Cette autre personne-là fait ça. Donc, ça devrait être bien avec un produit. T'sais. Donc, si on essaie de tout dire, comme je fais ça, puis la même chose avec un produit, comme par exemple, je ne sais pas, moi, tu dis, je fais ça, j'ai telle crème, j'ai ci, j'ai ça, puis cette offre-là, elle se termine. Wow! Donc, c'est trop. Tu as trop d'infos, puis tu ne captes plus rien finalement. Exactement, c'est too much. Là. Comme une grosse pizza, le classique stéréotype qu'on dit, là, mais pas ta pizza. Épure tes pubs, épure tes mots aussi. J'ai souvent l'impression, quand on parlait de professionnels, que c'est des. Soit s'il n'y a pas eu de stratégie ou de plan de match qui ont été faits, ce qu'on voit dans le fond quand on dit, ben là, il y a telle offre qui se termine là, puis j'en profite pour dire que ça, c'est notre mission, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Je dis, mais qu'est-ce que de quoi dont tu me parles? Là? Est-ce que c'est la mission? Est-ce que c'est une offre? Tu me parles, tous les niveaux sont au même endroit dans la même pub. Là. Mais j'ai souvent l'impression que ça n'a pas été réfléchi selon un plan de match. C'est dans le fond, donc ça, pour ma part. C'est quoi tes objectifs cette année de vente? Parfait, on va focuser là-dessus. L'année prochaine, tu en auras d'autres, mais cette année, on va essayer de mettre l'accent là-dessus. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler d'autres choses, mais surtout, mettons, dans les publications Facebook ou Instagram, LinkedIn, TikTok, tu as encore plus TikTok, tu n'as presque pas de mots à écrire. Bien, il faut que ton contenu soit straight to the point, puis ton message, il faut qu'il soit clair. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement. Si tu avais en conclusion là, un truc à donner à une PME ou un travailleur autonome au niveau de la rédaction, un conseil, ça serait quoi? Un conseil? Oh my God. Ça serait de ne pas hésiter à croire en la pertinence du fait que le contenu, c'est un atout d'affaires. Ouais, je pense que je vais te le formuler comme ça. Parce que selon moi, le contenu, c'est un atout d'affaires et non un atout créatif c'est un atout d'affaires au même stade que la comptabilité, que la recherche et le développement, que le marketing. C'est un peu ma philosophie. Ouais, je le dis souvent en anglais, le content as a business asset. En français, ça donne quoi? Le contenu comme un atout d'affaires. C'est bon, t'as été bien. Américain. Puis j'aime pas ça le dire comme ça. Là. Mon père, qui est un prof de français, me déshériterait d'être là. Mais je te dirais, ouais, c'est le conseil peut-être un peu business, puis pas très rédaction, je m'en excuse, que je donnerais. Ce serait de le considérer comme ça, puis de se laisser guider, oui, par des professionnels plutôt que d'essayer de gauchement le placer à des gens qui, dans le fond, qui vont peut-être se décourager un peu rapidement. Là. Dans le fond, le contenu, c'est quelque chose qui peut rapporter beaucoup si c'est bien fait. Vraiment. Puis Aurélie, en conclusion, je l'ai déjà dit, mais pour finaliser, comment on peut te rejoindre si on veut te rejoindre?
J'ai un téléphone cellulaire. Tu veux le donner? Sinon, je peux l'écrire dans le commentaire. Alors, je fais des blagues. Ben, on a un site web dont la refonte va se terminer bientôt, qui est le www.dialectoweb.com. Ben ouais, je peux donner le numéro de téléphone au bureau. Est-ce que c'est comme ça qu'on procède? Ouais. Vas-y, comme tu veux. 548-45-9191. Mon poste est le 7. Sinon, c'est pas mal ça. Là. Excellent. Ben, un gros merci pour ton temps, Aurélie. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Puis, on va avoir la chance de continuer pour nous à se parler. Fait que merci à tous, puis merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi.